M. Thierry KMB a fait mentionner que l'argent qui était prévu pour la construction, pour la rénovation des infrastructures au niveau de la frontière de Kiliba n'est plus. Maintenant, je voudrais savoir où serait parti cet argent. La troisième question, il y a déjà la moitié de la réponse qui est déjà donnée par les confrères là-bas qui... Pardon, oui, par rapport à l'attentement du PFCGL vis-à-vis de nos journalistes, il a dit ce que nous devons faire pour accompagner ces projets, qui est bien évidemment au profit de la population d'Oufira. Mais néanmoins, je dirais qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis du PFCGL et la presse locale, parce que j'ai participé dans plusieurs activités organisées par les PFCGL où les membres considèrent beaucoup plus la cellule de communication du gouvernorat au moment où il y a des médias ici localement qui doivent vraiment travailler sur leurs projets pour sensibiliser la population ce que fait ces projets ici, contrairement à nos confrères qui font partie de la cellule de communication. Maintenant, depuis le début de ces travaux, vous avez méfié, selon moi, la presse locale. Et maintenant, là, vous faites appel à nous, à ce que nous vous accompagnions dans l'exécution de ces travaux. Est-ce qu'il y a eu au moins... Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé pour au moins penser cette fois-ci à la presse locale, bien qu'il y ait quand même la motivation ou soit de le courage du président faisant fonction de l'INPC au site Kivu, dans le contexte actuel, mais c'est passé à débat. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à penser à la presse locale aujourd'hui? Merci beaucoup. On applaudit, c'est on applaudit s'il vous plaît. On applaudit très fort, c'est très important. Merci. Merci beaucoup. Comme il nous a été demandé de nous présenter élégamment, eh bien, nous allons le faire. Monsieur le Président sous-sectionnaire de l'INPC Sud Kivu, de l'INPC Uvira et Fizi, Monsieur du PFC IGEL, Monsieur le chef de bureau urbain de la communication et médias, nous sommes, Patient Chimoussa, pardon, journalistes de talent et de carrière. Nous sommes directeurs techniques et logistiques de Référence Congo FM. Référence Congo FM. Emmanuel l'a répété que la partie la plus importante de leur projet, c'est la construction des infrastructures. Parce que cette partie est bien visible. La transformation des formalités n'est pas une partie visible. Étant dans des antennes d'animation partout, dans des émissions interactives en ligne, la population ne cesse pas de nous demander à quand le commencement de cette partie importante et la partie visible. Nous aimerions sortir ici avec cette réponse afin d'éclaircir aussi à nos auditeurs. Nous avons dit. Oui. Je peux y aller? Oui, je suis Bugumba Tanganyika Donatien. Je suis de la RTNC, mais aussi coordonnateur de la cellule de communication de la mairie d'Ouvira. Je salue en juste mesure l'initiative parce que on avait mille et une questions à poser au projet PFCGL, mais on n'avait pas une occasion propice comme celle-ci. Par rapport aux préoccupations, j'en avais trois. La première préoccupation est que ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on parle de l'amélioration du commerce
transfrontaliers. Mais quand nous regardons chez le voisin, les infrastructures sont au moins là. Le poste frontalier qui relie Uvira à Bujumbura, du côté burundais, on a une route asphaltée. Mais de notre côté, il y a un retard. Quand nous allons à Bukavu, du côté rwandais, c'est une route asphaltée. Même chose à Kamagnola. Mais du côté congolais, ça pose toujours problème. Et comme PFCGL représente l'État congolais, on voudrait savoir pourquoi toujours il y a le retard du côté congolais que des côtés des voisins. Est-ce que c'est le gouvernement qui en est responsable ou c'est la Banque mondiale? La deuxième question, c'est par rapport aux produits. On a parlé de 13 produits. Mais jusque-là, en tant que journaliste, nous n'avons aucune idée sur ces produits. Si vous pouvez nous les détailler. Et quand nous regardons toujours du côté congolais, vous avez parlé de la plaine de la Ruzizi. Quels sont ces produits qui sont cultivés dans la plaine et qui vont faire face à la compétition avec le pays voisin? Sinon, nous, on sera là pour consommer, et alors que de l'autre côté, on n'a rien du côté congolais. Et je pense que le projet ne sera pas bénéfique pour nous au même pied d'égalité que chez les voisins. On parle de la conservation, voulais-je dire, du lait, on parle de tel et tel autre produit. Est-ce que chez nous, il y en a? Et je termine par une recommandation par rapport à la formation. Vous êtes en train de former les agents de la Direction générale des migrations, mais je pense qu'avec l'INPC, on pouvait aussi penser à former les journalistes par rapport à toute cette gamme de lois qui régissent les histoires au niveau de la frontière. J'ai dit. Merci beaucoup, doyen, pour les deux personnes qui restent et pour ceux-là qui seront dans la deuxième série. S'il vous plaît, soyez plus précis. Merci beaucoup. Merci. Oui, en tant que président, je prophétise déjà le mariage d'un confrère de ce genre. Un confrère va se marier, on va définir comme ça avec les enfants. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le confrère se fasse. Au sein de l'ignorer le mariage d'un journaliste à présent, ça va défiler comme ça. On peut aller. Merci. Je suis Thompson Unji. Batangalo William. Je suis Thompson Unji. Thompson Unji. Je suis journaliste de la radio Les Messagers du Peuple. Je représente actuellement la chaîne Canal Afrique de l'Afrique du Sud. Je suis le reporter de la partie Est de la RDC. Je vais poser mes questions en Swahili. En Kiswahili. Tulitamani na tunatamani kujua huu mradi una gharama ya pesa ngapi kutokana na mkopo na msaada wa Benki ya Dunia kupitia kitengo cha maendeleo duniani. Swali la pili, huu mradi ulianza wakati gani na huko kwenye hatua gani na utamalizika wakati gani? Swali la mwisho, nyinyi binafsi mnajipatia alama ngapi? Mnaona mradi umefikia wapi? Munaji auto evaluate je? Na mnaomba mchango gani kwetu sisi waandishi wa habari na kwa wananchi wa maeneo ya mipakani? Asante. Voilà. Amenitia boro.
Voilà. Merci de la parole m'accorder. La technique, est-ce qu'on peut adapter les Uko mrefu. Maki walikuwa mbele yangu. Voilà, là c'est bon. Je suis Kefa Karago Placide. Je suis communicateur de formation. Ici, je représente l'agence de presse Averticom. Oui, dans votre exposé, vous avez parlé que le projet PFCGL a des composantes, notamment la composante commerce ainsi que la composante infrastructure. Alors, je commence par la question qui concerne la composante commerce. Et cette question est adressée à mes confrères Pépé Nikwa. Vous avez élaboré différents défis, notamment les défis structurels, les défis liés à la formalisation des associations et entreprises des agripreneurs. Alors, j'aimerais savoir, parce que vous savez, à Uvira, il y a des agripreneurs, il y a des entreprises de jeunes et des associations, peut-être qui ne sont pas formalisées, mais qui ont des produits qui pouvaient être passés au niveau régional. Alors, j'aimerais savoir que prévoit les PFCGL pour accompagner ces jeunes agripreneurs afin que leurs entreprises peut-être soient bien formalisées ou structurées. La seconde question concerne les infrastructures. Je pense que le projet PFCGL a besoin d'un espace pour construire les marchés, surtout les marchés de Kagando, Kavimvira. Mais ce que moi, personnellement, j'ai constaté, dans les marchés de Kavimvira, il y a certaines maisons de la population. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que le PFCGL va résoudre ces problèmes. S'il y aura la destruction de ces maisons, comment est-ce que vous allez indemniser les propriétaires des maisons? Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu dans ce sens. Merci. 2023, qu'est-ce qui bloque? N'est-ce pas, madame? Qu'est-ce qui bloque? Bon, le poste frontalier de Kavimvira, si vous connaissez bien un peu, et si vous nous suivez aussi assez régulièrement, vous allez vous rappeler que le poste frontalier était dans une situation que nous appelons des défis de sauvegarde environnementale et sociale. J'espère que madame est en train de me suivre. Je parle des défis, ce qui bloque. La première des choses, c'était les défis de développement social et environnemental. Tout à l'heure, mon confrère Pépé vous a même fait remarquer que nous trouvons jusqu'à ce jour, au niveau de la frontière, des personnes qui vendent dans le carré douanier, n'est-ce pas? Et le projet a trouvé qu'il y a des petits ou des commerçants dans le carré douanier. J'espère que quand nous disons carré douanier, vous comprenez ce que ça veut dire. Commençant là où il y a la DGDA, là où il y a la barrière, vous entrez déjà dans le carré douanier. Donc, dans les carrés douaniers, effectivement, jusqu'au niveau du pont. Tout ça, c'est considéré comme étant les carrés douaniers. Donc, le poste frontalier, dans un poste frontalier, on ne peut pas trouver des vendeurs ambulants, tout ce que nous avons comme tableau au niveau des Kavimvira. Nous sommes tous d'ici et nous voyons ce qui se passe au niveau de notre frontière. Donc, il fallait d'abord que le projet puisse accompagner ces petits commerçants. Bon, plutôt, je veux dire, oui, ce sont des petits commerçants, mais la définition transfrontalier fait une différence. Ces petits commerçants qui se trouvaient là, on a fait une étude où on a eu à catégoriser les personnes qui se trouvent dans l'enceinte du poste frontalier. Où il y a les bajajistes, les tricycles, il y a les motards, il y a les personnes vivant avec handicap,
il y a le petit commerçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y avait aussi une coopérative, Copamac. Voilà, c'est cette situation-là. Dans les normes de la Banque mondiale, on ne peut pas commencer des travaux tant que ces personnes ne sont pas accompagnées pour quitter, libérer l'espace. Vous me suivez bien, madame? Ça, c'était le premier défi et il fallait trouver de l'argent pour faire cela. On ne pouvait compter que sur l'État congolais. Et vous savez, mais quand même, il y a des bonnes nouvelles, bien sûr, que, par rapport aux moyens qu'il fallait mettre en place. L'autre défi, madame, c'est, vous avez vu les pluies qui se sont abattues les 2 dernières années et que le lac, avec la marée, ont envahi ou font la remontée des eaux. Le premier évaluation pour la mise en œuvre du projet n'avait pas cette situation-là. La première évaluation. Du coup, les eaux ont augmenté. Gloire à Dieu. Si on avait commencé les travaux en octobre, on aurait dû abandonner les chantiers, on aurait dû laisser et vous aurez dû nous dire, voilà, vous venez exécuter des travaux sans tenir compte de tous les paramètres environnementaux. Et dans les paramètres environnementaux, comme vous le savez aussi, c'est un lieu où les hippopotames aussi ont leur maternité dans cet environnement du poste frontalier Kavivira. N'est-ce pas? Mais la montée des eaux, madame, la montée des eaux a fait qu'il faut réévaluer la valeur de moyens qu'il fallait mettre sur le poste frontalier de Kavivira. À ce jour, donc toutes les dispositions sont déjà bien prises. Vous avez vu, et ceux-là qui ont pu nous suivre, les accompagnements sont de 2 natures et nous nous sommes déjà lancés dans l'accompagnement. Nous avons la partie accompagnement matériel, qui est le petit commerçant. S'il vous plaît, je ne parle pas des petits commerçants transfrontaliers. J'insiste sur cette différence. Les petits commerçants ont demandé un accompagnement des tables, des parasols, et il y a aussi un accompagnement financier. Nous sommes dans les procédures, nous avons déjà presque à 90%, on a terminé l'accompagnement matériel, nous sommes dans la procédure pour l'accompagnement financier. Et l'identification de tous les bénéficiaires est déjà faite, nous l'avons clôturée, et bon, on ne va pas clôturer formellement, puisqu'il y a encore des personnes qui ne se sont pas encore présentées pour donner leur carte d'identité, vérifier la personne avec sa carte, parce qu'on facilite déjà un premier contrôle par rapport à la banque où ils iront percevoir leur accompagnement financier. Et c'est le marché de Kilomoni qui a été choisi dans l'accompagnement comme étant le marché où il devrait être délocalisé. Délocalisé, je ne dis pas installé, délocalisé. Donc voilà ce qui bloquait le poste frontalier de Kavivira. Et aujourd'hui, comme je vous dis, les moyens, nous l'avons. Nous attendons maintenant, dans nos procédures avec la Banque mondiale, comme il y a eu révision du contrat ou révision de la valeur par rapport aux travaux, il faut encore avoir les quitus de la Banque mondiale pour que nous puissions maintenant commencer en bonne et due forme. Nous avons déjà pris toutes les mesures. Nous avons déjà pris, excusez-moi, j'attire l'attention de madame, s'il vous plaît. Nous avons déjà pris toutes les mesures comment nous appelons, les prérequis pour commencer les travaux. Entre autres, vous avez suivi dernièrement qu'il y a eu même formation sur le REG, donc le reste des effets des guerres. Nous avons déjà fait la formation sur les violences basées sur le genre. Donc, tous les prérequis sont déjà accomplis. Nous n'attendons que le go de la Banque mondiale pour commencer. Et pour commencer, ils vont commencer par dessoucher, nettoyer l'espace
c'est un travail qui peut vous prendre aussi 1 mois, 2 mois d'exécution. Parce qu'ils doivent couper toutes les herbes et vous allez voir le lac, donc jusqu'au niveau où le projet va être exécuté. Donc après peut-être 2 mois, 3 mois, c'est en ce moment-là qu'ils vont faire des remblais pour remonter les niveaux de la surface, faire remonter afin que, et puis les ingénieurs expliquent qu'ils vont faire des grabillons, ils vont faire des systèmes pour protéger afin que le lac, même si le lac gonflé, encore une fois de plus, ne puisse pas atteindre les infrastructures et que les traversées ou que la frontière puisse fonctionner comme il faut. Alors, pour Kiliba n'est pas exclu du projet, s'il vous plaît. Kiliba n'est pas exclu du projet. C'est juste que nous avons beaucoup de difficultés avec Kiliba. Kiliba, là où d'abord se trouve le poste frontalier, est dans un marécage. Déjà, Kavimvira, vous voyez, nous coûte plus que. Tandis que Kiliba, on n'a pas une définition claire du terrain, parce que de maintes demandes ont été formulées auprès de Kiliba, la sucrerie, pour disponibiliser au moins cet espace. Disponibiliser, ce n'est pas seulement dire. Disponibiliser, c'est prendre des mesures, prendre des documents, remettre à l'État congolais que bon, là, je cède cette partie pour que le poste frontalier soit construit. Mais après réévaluation aussi du projet, comme je vous ai dit, le fonds, par exemple, de Kavimvira a augmenté, les estimations sur les autres postes frontaliers étaient bas, il fallait nécessairement faire des réajustements. Et là où vous ne présentez pas une situation claire, c'est là où on va l'épuiser. Hein? C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est la Bible. Dieu vous a donné beaucoup de talents. Si vous n'exploitez pas vos talents, on vient même vous arracher ce que vous avez. Exact. N'est-ce pas, pasteur? Amen. Amen. Mais Kiliba, tout ce qui est commerce, il bénéficie du RECOS, le régime commercial simplifié. Donc vous pouvez passer par là. Quand nous allons avec la DGDA, on est dans les procédures pour pouvoir mettre dans les systèmes Sidonia, le RECOS dans les systèmes Sidonia. On reviendra. Il y a une question là de notre confrère qui a demandé le renforcement des capacités sur les différentes simplifications ou réglementations que le projet est en train de promouvoir, n'est-ce pas? On reviendra sur cette question-là. Donc voilà, vous comprenez, madame, le problème d'Kiliba. Alors, certaines méfiances, oui, excusez-nous, certes, d'autre part, nous pensons bien agir, d'autre part, ça nous donne, donc c'est un couteau à double tranchant. Vous avez vu tout à l'heure la cellule de communication du gouvernorat, elle est un peu chaude. Bon, il y a des activités, que nous sommes obligés de le faire avec le gouvernorat. Mais entre nous, je ne sais pas, Pépé, je dois être un peu plus clair. Là, il y a des activités. Quand vous allez, parce que vous avez besoin que... au fait, dans la présentation du projet, j'aurais dû le dire. Nous avons des contrôles au niveau du projet. Il y a un système de contrôle sur la mise en œuvre du projet. Le système de contrôle, madame, il y a des institutions qui doivent nous suivre, qui doivent suivre de près, de proximité, comment le projet est en train de s'exécuter. Alors, c'est là où nous parlons du comité technique provincial. La réunion qui a eu lieu une fois ici, dans cette salle, nous avons même fait ça 2 fois, et une fois à Suzanne. Ça, c'est cet organe-là, le comité technique provincial, c'est un organe de suivi de proximité de la mise en œuvre du projet qui est présidé par le gouverneur.
Vous voyez l'arrangement institutionnel qu'il y a dans le projet. Après, tout ce que nous nous disons ici, dans ces cadres-là, nous les ramenons au Conseil consultatif national où il y a des points focaux de tout le ministère sectoriel du projet. Nous avons à peu près, si je ne me trompe pas, 12 ministères sectoriels. 12 ministères, pourquoi? Parce que le ministère des infrastructures, puisqu'il y a des infrastructures, le ministère de l'Intérieur, parce que nous parlons de la DGEP, il y a le ministère des Finances, parce que nous parlons de la DGDA, bon, le ministère du Commerce qui est notre tutelle, il y a l'OCC, le ministère de la Santé, parce qu'il y a PNHF, le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a SCAF, le ministère du Pêche et Élevage, parce qu'il y a SCACH, le ministère de la Jeunesse, parce que nous parlons ici que les bénéficiaires, sorry, j'avais sauté les points, le bénéficiaire direct du projet, il y a les jeunes, mais commerçants transfrontaliers. Hein? Nous parlons de petits commerçants transfrontaliers. Madame, alors vous voyez, cet arrangement institutionnel fait que quand vous allez contacter le gouverneur pour dire que c'est vous qui présidez, du coup, la cellule de communication du gouvernorat saute là-dessus. Mais quand il s'agira, la semaine prochaine, ou quand il s'agit d'une activité organisée par le projet, par nous-mêmes, je peux citer le cas Pulutu, il y a notre ami de VOA qui n'est pas venu, je ne le vois pas. Il est là. Non, il n'est pas là. Ah, est-ce qu'il est Ernest? Il n'est pas là. Hein? Bon, voilà, par exemple, le jour où nous avons fait le lancement officiel du RECOS, vous vous rappelez, le 30 octobre. En ce moment-là, le gouvernorat n'avait pas l'emprise. Le journaliste qui était là, nous nous sommes bien retrouvés et nous avons été bien servis, n'est-ce pas, madame? Peut-être que ce n'était pas vous, mais la RTNC était là, la VOA était là et notre radio Maendeleo, non, la radio catholique. RNDT. Hein? RNDT, Radio Marie. Bon, par exemple. Donc, quand il y a des activités, quand il y aura des activités qui régissent de notre pouvoir, hein, là, nous sommes, c'est notre corporation. C'est notre corporation. Dernièrement, hein, vous étiez là. C'est nous qui vous avons invité. Ce n'était pas la cellule du gouvernorat quand nous sommes venus présenter les projets pour faire valider les différents projets. Hein, il y a quelques consoeurs, quelques confrères qui étaient là. Et là, ça nous revient, cette force-là. Et dans ces cas, on ne fait pas des discriminations. Donc pour le CTPV, nous en excuser. Hein, nous voudrions bien que nous-mêmes nous puissions gérer cela, mais comprenez, la cellule du gouvernorat. Sur ce point, vous permettez que j'intervienne. Est-ce que les excuses sont acceptées, s'il vous plaît? Non. Est-ce que les excuses sont acceptées? Les excuses. Merci. Merci beaucoup. Les excuses sont acceptées et approuvées par l'INPC. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hein, la même difficulté, nous la rencontrons aussi à Kinshasa quand c'est le ministre du Commerce extérieur qui organise la réunion du comité interministériel de pilotage. Donc après le CCN, nous avons la troisième catégorie, c'est maintenant la réunion de tous les ministres sectoriels. Et là, c'est le ministère du Commerce, c'est le ministre du Commerce qui est le président. Et là, encore une fois de plus, nous ne faisons que céder tous les moyens à la cellule de communication du ministre. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé de l'approche à la presse locale? Je laisserai mon cher collègue Pépé y répondre, hein, n'est-ce pas, Pépé? Ça serait très intéressant, tu vas y revenir, je peux avancer. On est là. Hein? Bon, notre confrère de référence Congo FM, à quand les commencements des travaux des chantiers, hein? Effectivement, nous sommes en procédure. Nous sommes en procédure, nous aurons une cascade de démarrage des travaux. Parce que nous avons eu à lancer les appels d'offres au même moment sur plusieurs chantiers. Aujourd'hui, nous sommes en procédure. La procédure, et je vais prendre juste une minute, hein, s'il vous plaît. La procédure, c'est quoi? Après avoir défini quelle est l'entreprise qui a gagné le marché, parce qu'il y a une compétition, plusieurs entreprises soumissionnent. Après, on choisit l'entreprise qui se montre capable de le faire. On demande que cette entreprise puisse présenter la garantie
d'exécution. Après la garantie d'exécution, la garantie environnementale et sociale, on demande, qu'on signe un contrat, le contrat, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans cette procédure. Signature de contrat, d'abord, nécessite une certaine négociation. Une certaine négociation, et après la négociation, on signe le contrat et on lance les travaux. On lance les travaux ne veut pas dire que du coup, il commence les travaux. Parce qu'il a aussi un temps de passer commande de ces engins, de faire ce que nous appelons l'installation du chantier. Ça peut prendre 40 jours pour qu'ils puissent installer la base vie et installer le chantier. Hein? Donc dans tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Il faut qu'ils forment les travailleurs. Ce sont des obligations, c'est la procédure. Mais nous allons faire, comme je l'ai dit, septembre, peut-être que vous allez nous accompagner dans plusieurs activités de lancement des travaux. Donc, c'est très culminant, c'est très proche. C'est très proche. Je n'ai pas de date précise, comme je vous ai dit, il y a des procédures et ça nécessite qu'on soit conforme aux normes et que la Banque mondiale nous donne aussi son accord, que tout est clean, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas ceci, cela, et on peut commencer. Bon, voilà. Et la RTNC, le coordonnateur de la cellule de la communication de mairie, qu'est-ce qui ne va pas avec nos chantiers? Pourquoi il y a toujours du retard? Est-ce le gouvernement ou la Banque mondiale? Bon, je suis que Emmanuel Kyriakos. Je ne suis pas Patrick Mouyaya. Je rigole. Mais, au fait, parfois, nous devons le savoir. Les retards que nous connaissons dans la mise en œuvre de projets sont liés beaucoup plus aux problèmes environnementaux et sociaux. Parce que les normes de la banque ne permettent pas que l'on commence des chantiers si nous ne sommes pas dans les normes. Hein. Il faut que nous puissions nous mettre dans les normes. Ce n'est pas un problème d'argent. Mais attention, s'il vous plaît, pour Uvira, faisons la différence. Séparons les choses. Parce que tout à l'heure, vous avez cité la route que l'Union européenne a financée au Burundi. Et même l'Union européenne a financé la route au Congo. Et nous savons ce que la route au Congo est en train d'endurer. N'est-ce pas? Donc, les différents chantiers que vous avez ici à Uvira, tous ces chantiers ne sont pas financés par la Banque mondiale. Ne sont pas financés par la Banque. Vous pourrez remarquer peut-être, nous allons aller plus vite que l'Union européenne. Nous pourrons aller plus vite que le gouvernement. Mais au niveau de la Banque mondiale, je parle de la Banque mondiale parce que je suis dans le système et que c'est juste un problème de respect des normes environnementales et sociales. Quand les normes environnementales et sociales sont respectées, le chantier peut commencer et on continue. Voilà pourquoi, une fois de plus, je vais vous laisser bien à mon collègue Pépé de vous parler pourquoi nous venons vers vous. Parce que c'est votre accompagnement. Votre accompagnement. Nous faisons défi à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes sur le chantier. Pour un petit rien que vous pourrez publier, peut faire arrêter le projet. La Banque mondiale ne patine pas. Vous avez vu ici la construction de la route ici, on a cassé, n'est-ce pas? Ils ont cassé comme ils veulent. Mais la Banque mondiale, on ne peut pas casser si vous ne délocalisez pas ces gens. Hein? Donc mon confrère Pépé pourra vous parler de l'expérience de la petite barrière à Goma. Hein? Donc du coup, votre apport, cette approche entre nous et vous doit être vraiment ferme, doit être sincère et transparent pour que vous puissiez avoir toutes les informations et pouvoir accompagner la mise en œuvre du projet. Je passe, les 13 produits détaillés, quels sont ces produits et la plaine, quel est le produit que la plaine a pu offrir, effectivement, qu'on a fait cette étude.
Excusez-moi, je n'ai pas peut-être bien retenu tous les 13 produits dans la tête, mais je peux vous citer les 5 premiers produits auxquels nous allons nous focaliser. C'est des produits tels que le maïs, le manioc. Je pourrais me faire compléter, hein. C'est pas mon confrère Pépé. Les maïs, le manioc, l'huile de palme. Vous avez le produit halieutique comme le poisson. Vous avez le riz, le lait. Donc là, c'est la viande avec, donc disons, la viande avec tout le produit. Donc le lait est un produit dérivé que la vache nous donne, n'est-ce pas? Et de là, il y a aussi cette viande. Il paraît que nos vaches ont un goût plus meilleur que les vaches des voisins. C'est juste que nous avons un problème d'emballage et un problème de certification. Donc avec l'appui que nous donnons dans la composante commerce, ces filières sont déterminées pour que nous puissions arriver à bien emballer nos produits, bien certifier nos produits et les amener chez les voisins, donc où nous aurons à organiser des foires pour aussi exposer quels sont nos produits. Mais le premier objectif, c'est d'abord local, la consommation locale, pour que nos produits quittent la plaine de la Ruzizi, puissent aller à Bukavu et qu'il n'y ait pas pénurie à Bukavu. Et puis d'autres, dans la transformation, pourquoi pas, j'avais oublié le café. Par exemple, le café du Congo, bon, certes, nous, on va moudre, mais après, il n'y a pas une valeur ajoutée à notre café. Qu'est-ce qui empêche que notre café soit instantané? Instantané, vous connaissez, non? Dès que vous mettez dans l'eau, vous le consommez. Voilà les appuis, les sortes d'appuis que le projet va apporter pour permettre. Nous ne venons pas faire le travail que Picagel a fait, s'il vous plaît. Il y a une très grande différence. Le projet va travailler avec des producteurs, ceux qui sont déjà dans le domaine et qui ont des produits. Pas venir encore donner des semences, aller cultiver. Non. Donc on choisit les coopératives, on choisit les associations, on choisit les agripreneurs qui sont déjà dans le domaine et ils évoluent dans ce domaine-là. Peut-être qu'ils essayent de faire du transfrontalier, mais on peut le renforcer pour qu'ils le fassent dans le nord et que nos produits aussi soient acceptés par les voisins. Merci pour la recommandation. Nous prenons très bon acte et pourtant, parce que c'est une recommandation qui trouve déjà une porte ouverte. Et cette matinée n'est qu'un premier pas, mais bien sûr, c'est bien programmé que nous allons devoir, je m'excuse, nous allons devoir faire encore plus dans les rencontres. Ndugu aliuliza Mswahili, kweli tukasema mafranga inaweza kuwa ya kabambi, bon, haiko shida kwa, lakini projet iko financé à hauteur de 152 millions. Un projet iko financé à hauteur de 152 millions et comme je dis, c'est la partie infrastructure qui prend plus de 80% ya financement parce que kujenga inaomba franga mingi. Projet ilianza depuis le 1er février 2023, n'est-ce pas? Le 1er février 2023. Njo wakati projet ilianza. Bon, comment on peut s'auto-évaluer? Pour nous, cette question a été posée dernièrement. En termes de pourcentage? Oui, bien sûr. En termes de pourcentage, le coordonnateur avait classé au moins à 80% de satisfaction dans la réalisation du projet à ce jour. Certes, comme la question qui a suivi, la population veut voir les choses sortir du sol et monter, n'est-ce pas? La population doit savoir qu'avant que les choses sortent du sol, il y a une procédure. Donc, toute la procédure de passation des marchés, elle est déjà faite. Je dis bien toute la procédure. Toute la procédure.
je vérifiais le français. Toute la procédure de la passation de marché, elle est déjà faite. Donc, du coup, ce qui nous reste, c'est maintenant les réalisations. Commencer les réalisations. C'est cette partie qui prend beaucoup plus de temps dans la mise en œuvre du projet. Mais dès que vous traversez cette étape-là, c'est fini. C'est le lancer et maintenant c'est la surveillance et le contrôle des travaux. C'est ça. Notre frère, bon, les défis, il a posé la question à mon collègue Pépé. S'il vous plaît, concernant le marché des Camagnola, il n'y a pas de maison sur le terrain où sera érigé le marché des Camagnola. Plutôt, de Cavivira. Hein? Même Camagnola, il y a des terrains, nous allons indemniser, il n'y a pas de problème. Et si vous connaissez bien Kangando, le marché sera érigé au niveau où c'était prévu un terrain de football. Vous connaissez bien cette partie? C'est là où sera érigé le marché. À Kagando. Oui, à Kagando. Donc, l'État congolais a disponibilisé cet espace-là. Il n'y a aucune maison et c'est bien borné. Et on a même planté des arbres tout autour pour que personne ne vienne envahir le terrain. On a cherché, ça nous a pris beaucoup de temps, mais gloire à Dieu, la mairie, le service de l'État ont mis à notre disposition cet espace-là. Ne vous inquiétez pas, pour tous les chantiers, il y a des parts. Donc le projet de le plan d'action de réinstallation qui est fait où on identifie les personnes susceptibles ou les personnes affectées par le projet. Que nous appelons des PAP, des projets, des personnes affectées par le projet. Et dans tout le chantier, cela a été fait et nous avons le moyen de pouvoir indemniser pour tout le chantier. Donc aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce et que demain nous puissions vous inviter, accompagnez-nous à Nyamoma, accompagnez-nous à Rubenga, allons-y au port de Kavivira pour ceci ou pour cela. Merci beaucoup. Si mon confrère Pépé pourrait me compléter et répondre à d'autres questions. Ou bien, il faut que moi j'aille. Oui, merci beaucoup. Pourquoi nous répondons à la presse locale aujourd'hui? Quelqu'un d'autre aurait pu se poser la question pourquoi nous n'avons pas répondu à la presse locale depuis février-mars. C'était compliqué souvent de répondre aux questions liées au temps. Moi j'aime bien, comme la Bible le dit, parce qu'on nous disait qu'il y a ceci, on arrivait ici, il y avait des choses qu'on ne peut plus dire, des militaires armés partout, jusqu'aux dents, il était difficile de réunir même 20 personnes. Donc on ne va pas vous expliquer tout ça, mais ce qu'on va vous dire, c'est que chaque chose arrive en son temps, et dans notre agenda, il était prévu qu'on rencontre la presse locale, mais c'est plutôt le format qui diffère. Depuis que moi je suis ici en mars, en tout cas, j'ai le numéro de beaucoup qui sont ici dans la salle. D'ailleurs, j'ai eu le numéro des patients après. Lui qui est mon ami, j'avais perdu mon numéro. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que non, il est dans la ville, j'ai son numéro. Donc, parmi vous, j'ai le numéro, je crois, de plus de la moitié. Parce que nous avons déjà eu à travailler sur le format des reportages. Comprenez que lorsqu'il s'agit de reportages, on n'a pas les moyens pour 50 médias. Mais ici, le format, c'est Café Presse, on vient donner les formations pour vous permettre de nous connaître. Vous pouvez être dans votre rédaction, vous voulez rédiger un article, vous prenez votre téléphone, vous savez qui appeler pour avoir les compléments d'infos. Et quand vous allez appeler, on vous décroche, on sait que c'est tel média. Donc il y a plusieurs formats. Demain, vous pouvez nous voir dans une activité, on invite que la RTNC, parce qu'on n'a que les moyens pour la RTNC par exemple. Ça, vous n'allez pas nous tenir hier. D'ailleurs, j'ai dit batailler avec patient, je lui ai dit, ça c'est un café presse, ça doit être ouvert à tous les journalistes. Et même dans nos activités, beaucoup de journalistes viennent. Mais vous devez comprendre que même le chef qui était ici, là, il le fait combien? Voyez vous-même que c'est difficile. Or, chez nous, on sait qu'on te donne $100, c'est pour des médias.
par exemple, où on te donne $100, c'est pour 5 médias, 20 ans. Au PME qui nous accompagne dans le processus d'identification de ces PME d'abord, mais aussi on va mettre en place des critères de sélection pour permettre à ces PME d'accéder aux subventions. N'hésitez pas aussi d'entrer sur notre site. Vous posez certaines questions beaucoup, mais toutes les réponses sont là. En tout cas, nous essayons toujours d'anticiper. Ce qui me mise aussi dans vos groupes WhatsApp où vous nous avez déjà insérés. J'ai même publié quelque chose sur ça, que nous avons recruté qui vont entrepreneurs pour faire tel travail au profit des commerçants, des agripreneurs au niveau d'Ouvira. Pour les produits, je voulais compléter mon collègue, il y a encore les études. Sur les 13 produits, peut-être qu'on va formaliser 5. Attendez-nous, attendez, nous allons vous donner les informations au bon moment, parce que tout ce que nous faisons doit être validé par les gouvernements. Nous pouvons avoir des soucis d'appuyer la chaîne de valeur riz, mais le gouvernement dit que ce n'est pas pertinent, prenez plutôt le café. Mais on est déjà à 13, on attend la dernière validation du gouvernement sur les 5, comme mon collègue a dit. Dès que le gouvernement valide, nous allons faire un communiqué officiel pour savoir, voilà les chaînes de valeur retenues. Donc, merci beaucoup. Voilà un peu. Je crois que le temps avance. On ne peut plus traîner. Comme il n'y a pas de projet, il n'y a pas de café, il n'y a pas de nourriture, on va permettre à ce que la dernière série passe et on va écouter le dossier. Journaliste à la radio du messager du J'ai des petites questions. Je pense que je vais les adresser aux confrères PP. La première question, c'est lié par rapport au régime commercial simplifié, RECOS. Selon les bénéficiaires ou les petits commerçants transfrontaliers, il y a des marchandises qui sont concernées par ce régime, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à les faire traverser, malgré qu'il y a des accords par rapport à ça, mais la mise en œuvre cause problème. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que le commerce extérieur, ou vous, en tant que PFCGL, qui visait à faciliter ces petits commerçants, vous faites comme suivi pour se rassurer que les mesures prises sont mises en œuvre au niveau de la frontière? Parce que selon même les 10 kilos là, de haricots ou de farine qu'ils faisaient traverser, pour le moment, ça pose problème. Même les choux, vraiment, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Ma deuxième question, c'est par rapport à la modernisation des frontières et lutte contre les fraudes. Je voulais savoir qu'est-ce que le projet va faire pour arriver à matérialiser ça, et surtout en se basant sur les problèmes de guichets uniques. Parce qu'il y a la présence de plusieurs services au niveau de la frontière qui ne facilitent pas ces petits commerces. Et il y a plusieurs taxes qui sont prises par tout le monde. Maintenant, vous, avec PFCGL, qu'est-ce que vous allez faire pour se rassurer que cette modernisation facilite aussi les petits commerçants en payant à travers les guichets uniques? Merci. Je suis Jean-Bertrand Seloulacha, je suis de la radio Notre-Dame de Tanganyika et également correspondant de Digital Congo dans cette partie. J'ai quelques préoccupations. J'ai suivi Emmanuel. Quand il exposait, il a dit que le PFCIGL, c'est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo, sous tutelle du ministère du Commerce de l'extérieur. Alors, ma préoccupation ou une question de curiosité est de savoir pourquoi, lors du travaux du lancement de ces bâtiments modernes qu'on nous a toujours parlé, les cérémonies ont été lancées par le ministère des Infrastructures. C'est une question de curiosité. Et ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, après cette activité, pour nous journalistes, qu'est-ce qu'on peut retenir comme
avant-projets déjà réalisés par ce projet. Merci. Oui, moi c'est Tamouye Kelubunga. Je suis le directeur de la radio Uvira FM et directeur des médias en ligne EITV. J'ai presque deux questions. La première question, je voulais savoir comment s'est passé les études menées au niveau des sites ciblés pour la construction de ces bâtiments ou marchés. Et la dernière question, pardon? Oui, je voulais savoir comment s'est passé les études menées au niveau des sites ciblés pour la construction de ces marchés et postes frontaliers. Comment vous avez mené? Oui. Et est-ce que la population locale, où il y avait la participation de la population locale lors de ces études? Deuxième question, je voulais savoir si le projet n'a pas prévu la production des émissions et spots de sensibilisation pour montrer à la population l'importance de ce projet ici à Uvira. Merci beaucoup. Je suis Roger Sekou Raphaël, je suis journaliste à la radio communautaire Uvira FM. Radio communautaire Uvira FM. Oui. Je tiens beaucoup à féliciter M. Emmanuel Kyriakos pour avoir parlé devant la presse sur les montants de 152 millions. Je ne sais pas si c'est euros ou dollars comme argent qui a été financé par la Banque mondiale en faveur de ces projets. Mais j'ai été la fois dernière à l'activité même de PFCIGEL dont les participants n'ont pas eu cette chance de savoir les montants financés par la Banque mondiale concernant ces projets. Par rapport à ma préoccupation, M. Pépé a parlé que les médias, invités à 50 médias, ça sera un peu difficile, mais cette problématique ne demeure pas sur les journalistes. La fois dernière, même lorsque je suis participé à l'activité, il y avait même des participants qui ont dit qu'il n'y a pas de transport qui a été réservé pour nous comme participants, mais ceux qui sont venus de loin, ils ont eu tort à avoir l'épée pour les transports. Je pense que ça ne concerne pas nous seulement les médias. Ma deuxième question est celle-ci. Aspect périmentation des produits, est-ce qu'il n'a pas été pris en compte par PFCIGEL? Aspect périmentation des produits n'a pas été pris en compte par PFCIGEL. La deuxième question, les entreprises qui ont eu la chance de gagner, les entreprises qui ont eu la chance de gagner les marchés de construction, vous ne nous les avez pas cités parce que la fois dernière, j'ai vu plusieurs ingénieurs qui ont été ici. Ils ont présenté des petites vidéos là qui montrent comment est-ce que les activités vont commencer, comment est-ce qu'ils vont construire. Je pense que ça pourrait être nécessaire pour nous les journalistes aussi avoir quelques notions par rapport à la construction de ces postes frontaliers que vous venez de citer. Merci beaucoup. Et la dernière personne qui arrive, je vais être très bref et précis. Je suis Pascal Baondé, journaliste responsable de la presse africaine. C'est un média d'information en ligne. Alors, ma question serait de savoir à quel pourcentage la main-d'œuvre locale a été prise en compte dans ces projets. Merci. Joséphine, qui parle de l'application du RECOS, j'ai parlé du défi dans le commerce transfrontalier et je vous ai dit que nous avons un atelier. J'avais dit ceux qui seront disponibles, on va descendre là-bas. Nous formons déjà les agents de services qui travaillent à Kambivira sur l'application du RECOS. Comme vous savez, chez nous, l'État peut signer des arrêtés, des décrets, des accords internationaux, mais peu de gens prennent le temps de les lire, comprendre et commencer à appliquer. Alors que ça concerne son service. Il faut que nous puissions encore venir former les agents qui sont là, qui font ce travail-là au quotidien.
Donc, nous sommes en train de former les agents de tous les services qui travaillent à Kanvivira. Nous allons aussi former les petits commerçants pour que chacun connaisse quel est le droit et quel est le devoir pour une bonne mise en application du RECOS. Je crois qu'au mois d'août, vous verrez que le RECOS sera appliqué très différemment. Et là, vous saurez faire la différence entre une plainte infondée, parce qu'il faut être petit commerçant. Il ne faut pas être un simple citoyen, tu achètes 10 kilos, tu veux passer avec. Tout ça, c'est réglementé. Parce que le problème à la frontière, même celui qui n'est pas commerçant, un simple migrant, passe avec 10 kilos ou 5 kilos. Mais il veut se faire passer pour un petit commerçant transfrontalier. Tout ça, nous sommes en train de travailler d'abord au niveau de la formation. À ce stade, nous, on ne veut condamner personne. On attend que la formation se termine au plus tard demain. Il y aura une deuxième vague la semaine prochaine. Quand tous ces agents vont rentrer sur le terrain à Kanvivira, maintenant nous commençons à suivre l'application parce qu'ils ont déjà la formation. Les guichets uniques, c'est notre combat, nous tous. D'autres pays l'appliquent. C'est le défi au niveau du gouvernement central. Nous espérons que le ministère du Commerce et tous les autres ministères vont accepter que ce soit un guichet unique. Parce que chaque ministère veut qu'on verse l'argent dans son compte. Alors que tous sont des comptes du trésor public. Pourquoi ne pas faire un guichet unique? Je crois que le ministre va convaincre tous ces services. Si vous allez par exemple à Kanvivira du côté burundais, est-ce que vous savez qui est des DGM, qui est des DGDR, qui est des SCAD? On vous parle seulement des douaniers. Même dans l'autre pays là, même en Ouganda, on vous parle des douaniers en général. Mais c'est chez nous que vous trouvez vraiment cette subdivision là. On espère arriver à... C'est le combat de nous tous. Voilà pourquoi nous vous demandons, vous, de nous accompagner dans ces combats. Par rapport à la question des marchés, à ce stade, on ne peut pas vous citer les entreprises. Pour la simple raison qu'au niveau de la Banque mondiale, lorsqu'une entreprise gagne un marché, on fait d'abord ce que l'on appelle intention d'attribution. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont au niveau de l'intention d'attribution. Vous êtes 10 entreprises à concourir, on vous dit qu'on a donné les marchés à PP. Il y a un délai, on appelle l'intention d'attribution. Peut-être que les autres entreprises vont porter plainte. Contester. Vont contester. Pour dire, voilà, nous on estime que nous on devait gagner. Pourquoi PP? C'est lorsqu'il n'y a pas de contestation après ce temps-là, qu'on attribue maintenant les marchés officiellement. Ouais, c'est ça, ce sont les procédures de la banque. Toutes ces entreprises aujourd'hui sont au niveau de l'intention d'attribution. Lorsque ce délai-là va finir sans contestation, on va publier officiellement les noms des entreprises qui ont gagné tous ces autres marchés. Mais pour le poste frontalier de Kanvivira, vous connaissez, c'est EIS. Ça, c'est connu quand même. Donc voilà, on suit les procédures. Aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est PP qui a gagné, mais quand il y a contestation et que je tombe, donc il faut suivre les procédures. La Banque mondiale est très, très méticuleuse sur les procédures. Voilà pourquoi nous aussi, on est trop prudents. Vous pouvez penser que nous ne voulons pas communiquer, mais nous voulons communiquer sur ce qui est décidé. Pas sur ce qui se dit. Quelqu'un peut venir de Kinshasa, il vous dit qu'il a suivi tel nom. Mais il n'y a aucun document qui attribue ces marchés-là à telle entreprise, par exemple. Donc nous attendons les documents officiels. Les montants de fonds, c'est connu, ce n'était pas un secret. Comme j'ai dit, nous avons un site. Si vous allez aussi sur le site de la Banque mondiale, tout est là, seulement que nous ne lisons pas assez. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que le projet fait ici. Mais si vous allez sur notre site, vous allez voir des choses qu'on n'a même pas dites. Ou sur le site du COMESA, ou sur le site de la Banque mondiale. Par rapport aux activités, nous ne voulons pas que vous puissiez parler du PEPCGL, non. Ce n'est pas ça notre objectif.
nous voulons que vous puissiez parler du commerce transfrontalier. Nous sommes qu'un maillon dans les commerces transfrontaliers. La DGDA est là, l'OCC est là, les SCAV, le ministère du Commerce ou la division du commerce, les SCAG, les transporteurs, les petits commerçants qui traversent, les migrants qui utilisent la frontière. C'est tout ça les commerces transfrontaliers. Et on n'est pas les seuls projets. Alerte est là aussi. Il y a aussi d'autres projets qui sont dans le commerce transfrontalier. Timea qui a fait une partie de Kalundu. Ok. Donc nous voulons vous pousser à parler du commerce transfrontalier en général. C'est dans cette généralité-là que vous allez maintenant trouver ce que nous on fait. Parce que nous, on ne va pas vous dire que tout ce que la DGDA fait, c'est nous qui faisons pour la DGDA. Non. La DGDA travaille déjà dans les commerces transfrontaliers. Vous pouvez parler de la DGDA. Peut-être que nous, on va juste donner des bâtiments à la DGDA pour appuyer son travail qu'elle fait déjà comme direction au quotidien. Voilà la nuance un peu. Nous, on n'est pas comme des politiques. On ne vient pas ici vous dire de parler du PFCG. On vient plutôt vous dire de parler du commerce transfrontalier en général. Et vous-même, vous allez nous croiser sur votre chemin, là où nous intervenons. Je crois que ça doit être vraiment clair. Éviter des articles pompés au nom du PFCG, au nom de notre coordonnateur. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Parler du commerce transfrontalier, par exemple, comme je vous ai dit, on forme les agents de la DGDA. Ce ne sont pas des agents du PFCG. C'est DGDA, OCC. On a formé. Vous direz plus loin que non, cette formation a été appuyée par le PFCG. Vous voyez par exemple. Mais on forme les agents et va aux frontières pour travailler au bénéfice de la population. La population locale, va me compléter, la population locale est suffisamment associée. Depuis que nous sommes plus permanents à Uvira, pendant que nous étions avant à Bukavu, vous-même vous sentez comment nous multiplions les réunions et les contacts avec la base. Les populations locales sont contactées et impliquées sur tous les sites des projets. Les études, comme vous le savez, les études ne sont pas faites par nous. Si vous lisez souvent Média Congo, vous allez constater qu'on avait lancé les appels d'offres pour les entreprises qui sont spécialisées dans ce type de marché. Ils viennent faire la conception et nous présenter les plans. Ils sont payés, ils partent. Et on engage une autre entreprise pour venir construire. Ces entreprises vont sur le terrain. Ces entreprises ont des ingénieurs, ces entreprises ont des juristes, elles ont des sociologues, des spécialistes, des vraies entreprises. On fait l'étude du sol, comme vous le savez, l'étude des eaux, parce qu'on ne peut pas construire un grand bâtiment comme ça sur un terrain s'il n'y a pas eu l'étude du sol. Il faut savoir c'est quel type de sol pour adapter le type de fondation. Je crois que ça, vous savez. Je sais que parmi les journalistes, on a toutes les formations. Il ne peut pas manquer des ingénieurs qui sont aussi journalistes. D'habitude, on a les juristes, même les médecins, j'ai connu, des agronomes sont dans la presse. C'est ça la beauté de la presse. Moi, j'aime la presse pour ça. Dans une rédaction, on a toutes les filières. C'est une rédaction très efficace. Parce que chacun amène souvent un sujet que les autres ne peuvent peut-être pas imaginer. Donc voilà comment se fait la sélection des entreprises. C'est des appels d'offres. Ils partent sur le terrain. On parle avec les populations locales. Ils font les études topographiques, tout hydrographique. Je vous dis tout. Par exemple, pour renchérir sur la réponse de mon collègue pour Kanvivira, on a refait une étude pour savoir que le niveau de l'inondation est de 4 à 5 mètres par rapport au niveau de 2023. Vous voyez que maintenant, on doit hausser la fondation de 5 mètres. Vous vous rendez compte? Parce qu'on a fait des études. Et ça, c'est au niveau de la profondeur. 5 mètres d'inondation. Et au niveau de, comment vous appelez, largeur ou longueur, c'est 1500 mètres. Les eaux sont entrées jusque dans certains endroits. Si vous prenez le Burundi et nous, il y a dans certains endroits où l'eau a atteint le sol jusqu'à 1500 mètres.
Vous comprenez? Toutes ces études ont été faites. 4 à 5 mètres profondeur ou hauteur et 1500 mètres longueur. Et ce sont des techniciens des domaines qui les font. Nous, on ne voit que les études. Voilà, je vais me faire compléter par mon collègue. Merci beaucoup, cher Pépé. Pépé, excuse-moi, juste sur le réponse, Madame Joséphine. Effectivement, nous faisons les suivis de la mise en œuvre du réponse et il faudra déjà retenir, parce que vous serez toujours avec nous, que vous apprendrez qu'il y a des réunions du genre comité local de facilitation du commerce transfrontalier. Hein, ce sont des réunions que les agents eux-mêmes qui sont à la frontière, les services opérationnels aux frontières, avec les représentants de l'autorité, ils s'asseyent, ils discutent des problèmes comme ça. Des problèmes de suivi des accords. Bientôt, nous allons faire, peut-être plus tard lundi, même une publication. Vous avez vu une publication du gouvernorat qui dit que le gouverneur était à Lusaka, n'est-ce pas? C'était dans le cadre du suivi des accords commerciaux que nous avons avec le Burundi, dans le cadre du PCG. Hein, vous comprenez que, il a fait le protocolaire, mais l'article des fonds que nous allons développer parlera de ces accords commerciaux que nous avons dans le cadre du PCG. Donc, je voulais compléter un peu sur ces plans. Et, excusez-moi, pourquoi le lancement des Kabivira, le ministre des Infra, en octobre? Effectivement, c'est notre confrère de Notre-Dame de Tanganyika. Il me suit. Au début, la configuration du projet, la configuration, si même vous regardez, on avait affiché au poste frontalier où on a mis le ministère des Infrastructures. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a changé, on a mis seulement le ministère du Commerce extérieur comme maître d'œuvre. Donc il y a eu une restructuration du projet. On n'a pas mis de côté le ministère des Infra, mais seulement la gestion de la partie infrastructure n'est plus donnée à la cellule infrastructure qui est du ministère des Infra, qui s'occupait donc au niveau du projet, qui s'occupait de la composante 2. Le bicéphalisme institutionnel ou organisationnel qu'il y avait dans le projet ne permettait pas le projet de bien évoluer. Donc du coup, voilà pourquoi, quand il était là, on était dans ce bicéphalisme, et quand on a restructuré le projet, on a enlevé cette difficulté-là. Bon, que retenir juste de l'avant-projet, je veux revenir. Comment se passent les études sur le site? Mon cher Pépé l'a dit, l'implication de la population. Les émissions de sensibilisation, bien sûr. Comme nous avons dit tout à l'heure, ça ce n'est qu'une première, donc un premier contact que nous établissons avec toute la presse, tous les médias dans notre région. Et nous allons commencer des productions des émissions. Ça sera des émissions à la radio sur différentes thématiques. Chez nous, il y a toujours une petite procédure. Vous présentez les termes de référence, il faut attendre avoir la signature pour que vous puissiez vous déployer sur le terrain et commencer à réaliser cela. Mais c'est bel et bien prévu. Et même Kivu Entrepreneur, par rapport au mécanisme de subvention que le projet va apporter aux agripreneurs, aux coopératives, va commencer à organiser des émissions de sensibilisation, de compréhension et même d'appropriation du projet. L'aspect périmentation. Effectivement, nous renforçons l'OCC. C'est l'OCC qui est le garant du contrôle. C'est lui qui regarde, voilà, est-ce que ce produit est adapté à la consommation de la population congolaise. Vous pouvez nous amener des choses que les Congolais ne mangent pas ou ne boivent pas.
C'est eux. Nous, au niveau, donc, il y a, dans le projet, on a pris l'OCC, on lui donnera des capacités. Jusque-là, nous avons fait une étude de l'audit de la capacité de l'OCC à certifier, peut-être pour bien finaliser les chantiers que nous allons lancer. Mais la durée de vie du projet est là. Mais le commerce transfrontalier est éternel, peut-être. Hein? Donc, l'expérimentation, quel rapport, la main-d'œuvre locale. Tu as répondu à la question? Non, je n'ai pas répondu, mais je voulais répondre un peu. Ben, d'accord. Bon, j'ai une grande voix quand même, non? C'était la dernière question. Oui, par rapport à la main-d'œuvre locale, nous devons vous rassurer que la main-d'œuvre locale sera à 100% congolaise. Je dis bien congolaise d'abord, parce que nous sommes une nation. Et à la fin, ça sera les milliers, Ouvira territoire. Mais à une seule condition, que les compétences recherchées soient dans cette main-d'œuvre, dans cette ville ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on cherche 100 maçons qualifiés, qui est 100 maçons qualifiés à Ouvira. S'il n'y en a pas 100, on va prendre les 80 et les 20, on les cherche ailleurs. Parce qu'on ne va pas arrêter les travaux parce qu'il n'y a pas de compétences. C'est là où vous comprendrez que nous avons négligé les études techniques au Congo. J'étais à Goma, on cherchait même des électriciens, on n'en trouvait pas. Qualifiés, pas les bricoleurs. C'est lui qui vient avec son brevet. Il dit que moi j'ai étudié l'électricité à l'INPP. J'ai déjà travaillé dans tel chantier. On n'en trouvait pas. J'étais par exemple à Goma dans une communauté comme les quartiers Kambivira. J'ai tout fait pour qu'on recrute les jeunes du quartier. Mais je ne trouvais pas les jeunes maçons dans ces milieux-là. Et ils faisaient autre travail, ils étaient des commerçants. Ils n'étaient pas maçons, ils n'étaient pas charpentiers. Donc, lorsque nous parlons de la main-d'œuvre locale, comprenez qu'il faut qu'il y ait d'abord des compétences. On ne peut pas réclamer ce qu'on n'a pas. Si, dans les quartiers Kambivira, dans la ville d'Ouvira, dans les territoires d'Ouvira, il y a des maçons qualifiés, des électriciens, des carreleurs, des peintres, comment on appelle, les ajusteurs, on va d'abord les prendre. Vous comprenez? Mais la grande difficulté, ça vous devez préparer les esprits de la population. Dans nos milieux, nous faisons trop les études sociologiques. On cherche un maçon. Même dans un chantier, vous avez des sociologues qui viennent venir travailler. Vous allez faire quoi dans un chantier? Dans un chantier, on a besoin de tous travaux, des maçons, des électriciens, des peintres, des carreleurs, des plombiers. Ce sont des métiers techniques. Et nous avons besoin de ces gens-là. Si vous avez ces gens-là, lorsqu'il y aura des offres, ils seront tous recrutés. Il ne faut pas que tu sois un maçon, tu as fait 5 ans à Automika, que tu es maçon. Non. Il faut être maçon. Il faut être électricien. Si vous êtes ingénieur, les ingénieurs aussi, il y a des différences. Il y a des ingénieurs hydroélectriciens. Vous comprenez? Tu peux être ingénieur en pont, mais tu n'es pas ingénieur en bâtiment. Mais dans la communauté, tu trompes les gens. Tu vois un peu? Tout ça, quand on va voir les CV, celui-là, c'est un ingénieur en pont et chaussée. C'est lui qu'on cherche. On ne cherche pas un ingénieur en bâtiment, construction des bâtiments. Vous pensez que ces détails sont petits? Moi, je peux vous donner un exemple banal. Ça, c'est pour rire. À l'époque où j'étais à Kisangani, je construisais ma propre maison. L'ingénieur m'amène 3 jeunes maçons pour le crépissage. Mais je passe des heures, je constate que 2 n'évoluent pas. J'ai dit à l'ingénieur, donne à chacun son mur et chacun son tété. Je vous dis, 2 avaient fui. Dis, toi, prends ces murs avec tes tétés. Toi, va là-bas, toi, va là-bas. J'ai dit, les 2 autres n'ont pas évolué. Ils ont arrêté. Alors, on a compris qu'ils étaient derrière l'unique qui travaille. Et celui-là se plaignait, se disait, mais vous allez me payer de la même façon que ces gens-là qui ne travaillent pas. Même le métier technique, il est difficile, chers amis.
C'est pas facile d'être maçon. Merci beaucoup. On applaudit encore une fois. Je souhaite dire encore une fois de plus que le 22 juillet, c'est la journée nationale de la presse. Nous serons ici, soit si ce n'est pas ici, ça sera dans notre enclos. Parce que pour le moment, l'INPC a son bureau. C'est un bureau de 100 mètres, c'est 80 mètres, donc c'est suffisamment amplement grand pour nous accueillir. Je vous informe également que le bureau de l'INPC est actuellement connecté à la connexion Starlink. Donc d'ici là, vous serez les bienvenus pour connecter vos machines et publier vos articles en ligne, sans souci et sans problème. On peut applaudir pour ça. Je les ai dit là qui n'applaudissent pas. Mesdames et messieurs, chers confrères, le 22 juillet, nous serons encore ici. Si pas ici, ça sera notre bureau de l'INPC. L'idée derrière cette célébration est de célébrer les efforts que nous avons fournis, que différents acteurs ont fournis pour la promotion des droits de la presse et au droit d'expression. Les thèmes maintenus au niveau local, c'est le rôle de la presse dans la promotion de l'activité de la paix, de la sécurité participative et dans la lutte des fausses nouvelles. Après cette session, après cette activité, nous aurons une réunion avec les membres du COMEN, la Corporation de médias d'information en ligne, les membres de l'UFMP, sous le leadership de Mme Delphine, pour discuter des détails de la manière dont ça va se dérouler. Nous serons ensemble, encore une fois de plus, on va encore s'inviter pour cette circonstance. Cela étant, je remercie sincèrement la collaboration de ces deux structures de médias que j'encourage et je soutiens. Je remercie l'équipe technique qui nous a accompagnés, l'expert informateur Albert Nzombe de l'INPC qui nous a appuyés techniquement pour que nous puissions avoir le son. Je remercie les staffs et les cadres de l'administration de l'INPC qui nous ont appuyés financièrement et tout consort. Je souhaite annoncer que les mardis, il y aura une commodération entre les représentants du COMEL et de l'IFMP. Et nous avons estimé important que les confrères Albert et d'autres conseils puissent commodérer la journée du 22 juillet. Et donc, l'essentiel, c'est de faire cette complémentarité. On ne peut rien faire. L'INPC ne peut rien faire sans les journalistes, sans les médias. Et c'est ça notre force. Et c'est ce qui fait notre différence, notre pertinence également. Monsieur le chef du bureau, monsieur le membre de la délégation, comprenons que c'est le début, c'est un déclic que nous venons de faire. Il y a eu des ratés, il y a eu peut-être des ratés, il y a eu des salvapas, peut-être qu'il y a eu des observations. N'hésitez pas à nous le partager. Également, nous allons revenir pour une séance d'évaluation pour en décider voir comment on va améliorer prochainement. C'est à ce moment que j'ai dit et je vous remercie. Nous allons remettre la parole aux membres de la délégation du projet PEF-CIG et à la fin, l'autorité du secteur viendra clôturer cette session café de presse. Dans votre reportage et le discours du chef, pour nous, c'est suffisant parce que ce sont les bénéficiaires. Nous, dans notre manière de travailler, ce sont les bénéficiaires qui parlent. Cette activité, c'était pour la presse. Si la presse parle, pour nous, c'est bon. Nous, c'est ce qu'on a fait. Nous, on n'accorde pas d'interview. De deux, je vais aussi vous demander, comprenez bien notre projet. Peut-être demain, nous allons venir avec notre coordonnateur ou nos experts. Vous n'allez pas commencer à leur poser des questions. Je ne faites pas le journalisme d'opinion. Que c'est ce qu'il lui a dit que vous publiez. C'est-à-dire, si un jour nous avons le deuxième café presse, c'est vous qui devez amener vos grandes questions. Nous étions à Kiliba, j'ai constaté ça. J'étais à Kamvivira, comme la question sur les récosses que madame a posée. Ce qu'elle a vu, voilà le café presse A. Le deuxième, troisième, nous n'allons plus revenir présenter les PFC, GEL. C'est supposé que vous connaissez nos activités parce que vous allez commencer à nous lire
et vous allez commencer à les voir. Maintenant, il faut poser les vraies questions des populations. Le chantier a commencé, les gens disent qu'on n'a pas recruté la main-d'œuvre locale. C'est un exemple. Là, nos chefs vous donnent les bonnes réponses pour donner au public. C'est ce que je veux vraiment aimer si dans les seconds cafés presse, 3e, 4e, nous arrivons à ce niveau-là où ce n'est plus nous qui venons vous dire ce qu'on va faire parce que vous le savez, mais nous venons plus, peut-être vous allez nous dire d'amener même les directeurs de la DGDA si vous avez du mal à les contacter souvent, les directeurs de l'OCC, pour poser des questions sur les commerces transfrontaliers, comme on faisait à Bukavu et à Goma. On a mené ces responsables-là. C'est maintenant vous qui posez vos questions. Comment SCAV fait? Pourquoi, par exemple, le PNHF fait payer la taxe là, de désinfection des véhicules? Mais pour le faire, vous devez être sur le terrain, voir comment les choses se passent. Parce que nous ne viendrons pas 5 fois vous dire qu'on va construire Camagnol. C'est déjà qu'on parole pour remercier les facilitateurs, notamment le PFCIGEL, l'UNPC, d'avoir organisé ces cafés de presse. Et je sais que j'ai devant moi des professionnels, des intellectuels, et je sais que les acquis de ces échanges, nous allons les capitaliser et le mettre aussi à la portée de notre population. J'avais entendu une suggestion de la part de notre frère Pépé. Il nous a demandé de ne pas parler du PFCIGEL, mais il a demandé que nous puissions parler du commerce transfrontalier. Je pense que nous en avons assez d'éléments. Nous savons déjà de quoi ils sont appelés à faire et nous allons vulgariser. Nous allons le vulgariser et nous allons le faire avec beaucoup de professionnalisme. Et par ces mots, je pense que ça ne sera pas la première occasion. Je demande à Papa Emmanuel et mon aîné Pépé d'organiser toujours des séances, de ces échanges, ce genre d'échanges pour que les acteurs médiatiques, les professionnels de médias puissent être aussi outillés parce que de par les acquis de ce genre d'échanges, ça leur permet aussi de véhiculer de bons messages. C'est par ces mots que je déclare, que je clôture ces cafés de presse. Je dis et je vous remercie.